À toutes et à tous, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le monde syndical se prononce sur le coup de force intervenu au Burkina Faso. Les centrales syndicales dénoncent les violences qui ont coûté des vies humaines au pays des hommes intègres et apportent une solidarité dite agissante. C'était au cours d'un point de presse. Patrick Guérima, ministre de l'économie maritime, était ce matin à la direction générale du port de Cotonou. Il a tenu une rencontre avec les partenaires sociaux à propos de la cession des quais nord du port à Maes Line. L'organisation non gouvernementale MIMAN vole maintenant au secours de 2000 écoliers issus des familles démunies sur le territoire national. Pour le compte de cette rentrée, elle entend parcourir 4 localités pour procéder à la remise des kits aux enfants. Le monde syndical béninois s'invite dans le débat relatif à la situation socio-politique au Burkina Faso. Au nom des travailleurs béninois, ces centrales et confédérations syndicales dénoncent les violences qui ont coûté des vies humaines au pays des hommes intègres et apportent une solidarité dite agissante aux syndicalistes et aux populations de ce pays. C'était au cours d'une conférence de presse animée dans l'après-midi d'hier à Cotonou. Narcisse Alossem étant et Elvis Tonoucoin pour le point. Quel militaire on a tiré? On a tué des innocents, des travailleurs. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Ils s'indignent contre la situation sociopolitique au Burkina Faso qui, selon eux, est une atteinte à la démocratie. Et leur autopsie révèle la main invisible de l'ancien chef d'État déchu. Des anciens qui se sont reconvertis, qui ont travaillé avec Blaise pendant plus de 20 ans. C'est des gens qui veulent qu'on maintienne que Blaise Compaoré soit président à vie, comme partout en Afrique. Et les tentations sont grandes. Nous n'allons pas permettre, nous là, que quelqu'un trouve un motif fallacieux, un prétexte fallacieux pour, n'est-ce pas, venir au pouvoir de façon illégale. Parce que le pouvoir, c'est dans les urnes. Le pouvoir, c'est dans les urnes. Ce n'est pas au bout des armes, au bout du fusil, qu'on conquiert le pouvoir. Si on n'arrête pas ça, c'est un mauvais exemple pour la sous-région. Un mauvais exemple qu'il dénonce devant micros et caméras. Nous, secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales du Bénin, dénonçons et condamnons sans complaisance les violations systématiques des droits humains à travers les tueries organisées par les putschistes. Marquons notre solidarité agissante et sans faille aux syndicalistes burkinabés et aux populations de ce pays frère. Et justement, les populations de ce pays frère vivent aujourd'hui dans une confusion totale, malgré la dernière mission de médiation de la CEDEAO. Une mission dont les résultats, en croire les conférenciers, sont loin du succès annoncé. C'est une médiation médiocre. Parce que, mais si c'est comme ça, dans tous les pays, il peut y avoir coup d'État. C'est-à-dire tel que ça a été négocié rapidement, on dit il faut donner l'amnistie aux putschistes là. Non. Je suis un peu peiné que quelqu'un n'a pas attendu la dernière réunion pour venir dire chez lui qu'il y a déjà la paix au Burkina. C'est une manière de dire, militaire, vous pouvez faire des coups d'État partout. Et il ne faut pas que ça vienne au Bénin ici. Nous, on n'en veut pas. Les événements au Burkina Faso sont pleins d'enseignements. Et cette tête de pont du mouvement syndical au Bénin en tire quelques-uns pour leur pays. Donc on ne peut pas tirer sur des innocents et nous allons cautionner ça. Il faut que nous soyons absolument vigilants. Il faut que nous soyons mobilisés. Parce que le mauvais exemple ne doit pas venir de là-bas. C'est pour ça que nous sommes en train de dire haut et fort que la Cour constitutionnelle de mon pays, le Bénin, court des risques pour le Bénin, avec les décisions qu'elle prend. Et à tous ceux qui tenteront de remettre en cause les principes démocratiques au Bénin, l'un des orateurs du jour dit avoir une idée de les en empêcher. Blaise Compaoré, mais il a couru, et il est parti. Parce que si quelqu'un fait ça ici, il veut partir, moi, même si je ne peux pas courir, je vais faire un défaut pour l'attraper. Les conditions sociales des citoyens béninois préoccupent les membres de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. Au cours de leur université d'été, ils ont focalisé leur attention sur le projet de loi relatif au régime assurance maladie universelle RAMU. Actuellement, à l'Assemblée nationale, les échanges se tiennent au centre des métiers de Covey et vont durer 3 jours. Pamphile Zessoupli.
Stratégie syndicale pour l'effectivité de la protection sociale pour tous au Bénin. Plaidoyer pour le vote de la loi sur le RAMU, régime assurance maladie universelle. C'est autour de ce thème que Emmanuel Zounon et les autres membres de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, ont ouvert l'université d'été 2015. Il s'agit donc de la volonté de l'UNSTB d'apporter sa contribution à l'amélioration du projet de loi en cours d'étude au Parlement. Le programme de l'étude du projet de loi par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale les 7, 8 et 15 septembre 2015 montre la volonté des députés de la 7e législature d'accélérer le processus et de voter enfin la loi sur le RAMU. Le moment est donc propice pour tous les acteurs, travailleurs, partenaires sociaux, acteurs mutualistes, compagnies d'assurance, praticiens de la santé, dispensateurs des médicaments, organisations de la société civile, de participer au débat afin que la loi qui sera votée reflète les aspirations profondes des différentes couches de la population. Cette université d'été vise donc à faire une lecture critique du dit projet de loi pour recueillir les différents amendements de ses affiliés, formuler l'argumentaire et élaborer le document de plaidoyer à verser au Parlement. Cette université d'été de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin est fortement soutenue par la Fondation Freddy Chebet qui apprécie cette implication d'une organisation syndicale. La Fondation Freddy Chebet étant proche du mouvement ouvrier, nous sommes heureuses d'avoir été associés à cette réflexion de l'UNSTB et en effet, il vous incombe en tant qu'organisation syndicale, en tant que représentant des travailleurs, la lourde responsabilité de vous investir davantage dans la recherche de solutions idoines pour le renforcement de la protection sociale qui ne saurait être laissée à la seule initiative de l'État. Au terme des échanges de cette rencontre qui durera 3 jours au Centre des métiers de Covey, Emmanuel Zounon invite les participants à apporter leur expertise pour élaborer un document fiable. Voilà qui relance la corrélation qui doit exister entre la sécurité sociale, la lutte syndicale et la lutte contre la pauvreté. L'hôpital de zone à Gbanizon, Abomey et Djidja, installé à Mounion, démarre officiellement ses activités. 17 mois après la fin des travaux de construction de cette formation sanitaire, le tout premier directeur vient de prendre fonction. C'est à l'issue d'une cérémonie officielle présidée par le préfet des départements du Zou et des Collines que le cahier de charge a été remis au directeur. On retrouve à nouveau Pamphile Zinsoplé. Cérémonie de remise officielle de cahier de charge au directeur de l'hôpital de zone d'Agbanizon, Abomey et Djidja. En recevant ce précieux document de travail des mains du préfet des départements du Zou et des Collines, Raymond Kofi Dededi, administrateur et gestionnaire des hôpitaux, prend ainsi officiellement les commandes de cet hôpital. Le pacte nous lie, nous et notre personnel, aux populations. Notre responsabilité est engagée et nous sommes déterminés, condamnés à donner satisfaction aux malades qui ne verront jamais cet hôpital faire grève. Nous avons la ferme volonté de travailler en symbiose et avancer chaque jour un peu plus. Nous vous assurons du respect absolu du contenu de ce cahier de charge à nous remis ce jour, en collaboration avec l'administration, la hiérarchie et surtout le personnel de cet hôpital. Nous sommes engagés à faire fonctionner à merveille cet hôpital. Informé de l'état d'abandon et de l'insalubrité qui caractérise cet hôpital, construit à coups de milliards, le chef de l'État, lors de sa dernière visite en ces lieux, selon les dires du préfet et de l'autorité en charge de la santé dans le département du Zou et des Collines, aurait donné des instructions fermes pour le démarrage immédiat des activités dans cette formation sanitaire. Vous savez, le chef de l'État est passé ici il n'y a pas longtemps. Les conditions hygiéniques n'étaient pas réunies. Et le président nous a instruits pour que les lieux soient permanemment propres. D'autre part, vous savez, il faut être responsable pour pouvoir veiller sur le personnel et faire respecter donc les ordres qui parviennent de la hiérarchie. L'hôpital de zone d'Abomey et Djidja à Gbanizon a démarré. Les équipements qui sont là également, nous avons un certain nombre d'agents qui savent les utiliser. Donc l'hôpital a commencé. Donc c'est progressivement
que ça va rentrer dans sa pleine forme, dans son plein fonctionnement. Et l'hôpital a commencé. Construite et dotée d'équipements de dernière génération, cette formation sanitaire installée est désormais prête à recevoir et à administrer des soins de qualité aux populations du Bénin en général et à celles d'Agbaïzoun, d'Abomey et de Djidja en particulier. En image maintenant, Samuel Batcho était face aux hommes des médias hier. Le coordonnateur du programme du Bénin pour le Millennium Challenge et Compte a voulu, à travers une conférence de presse, livrer à l'opinion publique le contenu du deuxième compact du MCI accordé au Bénin par les États-Unis d'Amérique. C'était au siège de la structure, comme vous pouvez le voir sur ces images à Cotonou. Le ministre de l'économie maritime et des infrastructures portuaires a eu ce matin à la direction générale du port une rencontre avec le directeur général et les partenaires sociaux. Cette rencontre intervient à la suite de l'information selon laquelle le processus de la cession des quais nord du port à Maes Line serait très avancé, ce qui n'est pas du goût des travailleurs qui n'entendent pas laisser passer pareille décision. Reportage. La cession des quais nord du port de Cotonou à Maes Line au cœur de cette rencontre entre l'autorité de tutelle, le directeur général de l'institution portuaire et les partenaires sociaux. L'idée émise par le gouvernement il y a quelque temps aurait été abandonnée. Mais au dire des partenaires sociaux, le processus aurait été relancé par le ministre Géraud Amoussouga et serait même très avancé. Un mémorandum aurait été signé entre la structure concernée et le gouvernement. Les quais sud sont déjà dans les mains du groupe Bolloré et c'est devenu un territoire français. Les quais nord, la station de remorquage, vous voulez encore remettre tout ça là dans les mains des étrangers. Nous sommes dans quel pays? Aujourd'hui, par rapport au premier travail qui a été fait, c'est le même ministre qui a substitué les résultats issus des travaux ici. C'est on s'est mis ensemble pour barrer. C'est pourquoi le chef de l'État a pris la décision de rapporter ces deux décisions pour que, de façon consensuelle, les solutions se trouvent. La seconde fois encore, ce même ministre, futur ministre d'État, il faudrait qu'on évite d'habiller des solutions politiques aux problèmes techniques. Pour le ministre de l'économie maritime et des infrastructures portuaires, la cession des quais nord n'a pas encore fait l'objet d'une décision officielle en Conseil des ministres et aucun mémorandum n'a encore été signé avec qui que ce soit. Je ne sais pas d'où cette information vient. Voilà pourquoi je vous invite au calme. Je vous invite à l'apaisement. Ce n'est pas un jeu de dupes. Le chef de l'État, je l'ai dit, en juin, il était ici lui-même et a demandé qu'une commission soit mise en place pour travailler. Et ce travail est en train d'être fait. Et compte rendu sera fait. Le ministre invite les partenaires sociaux au calme, mais sûrs de leurs sources, ceux-ci n'entendent pas laisser passer une telle décision qui, selon eux, va contre tout patriotisme. À Natitengu, maintenant, plus d'une soixantaine de fonctionnaires de l'administration publique à la retraite n'arrivent plus à percevoir leur pension. Certains ont déjà cumulé 2 à 3 mois d'arriérés, d'autres par contre réclament 4 voire plus. Une situation déplorable pour ces personnes qui ont pourtant régulièrement cotisé à la Caisse nationale de sécurité sociale pendant toute leur carrière. Reportage maintenant de Alassane Arounan et Christelle Adoglé. Ça fait déjà 21 jours aujourd'hui que je n'ai pas perçu ma pension du mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes dans 21 jours. Je n'ai pas perçu ma pension. C'est un peu gênant. Tout comme ce septuagénaire, fonctionnaires de la préfecture à la retraite, ils sont à peu près une soixantaine d'agents retraités de l'administration publique, régulièrement inscrits à l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale Natitengu, qui n'arrivent plus à percevoir leur pension de retraite. Après plusieurs descentes infructueuses au guichet de la CNSS Natitengu, ces personnes du 3e âge n'en peuvent plus et donnent de la voix. On ne comprend pas comment est-ce qu'un retraité peut faire 2 mois, 3 mois, voire 3 mois sans toucher sa pension. 1 à 2 mois d'arriéré pour certains, 3 mois et plus pour d'autres. De quoi durcir le ton et dénoncer une discrimination qui ne dit pas son nom. La situation que nous vivons aujourd'hui ne part pas des agences, c'est de la direction générale. S'il y a l'incompétence dans le service chargé des prestations des pensions, alors là, vraiment, nous allons demander au directeur qui vient de prendre service et qu'il saura se prendre pour régler
la situation qui se présente à nous aujourd'hui. Les gens d'ici qui sont censés de faire les états pour envoyer là-bas la hausse où ils vont nous faire le virement, et ils font leur travail, et en haut là-bas, on paye d'autres dans les mêmes états, et on laisse d'autres, nous ne comprenons pas. Parmi ces retraités, il y a cette dame, Marie Ncha, veuve avec plusieurs enfants à sa seule charge. Depuis que sa pension est coupée, elle ne sait plus à quel sein se vouer. Ça fait le 3e mois que je n'ai pas perçu ma pension. Vraiment, voilà que moi aussi je... Et pourtant, tous autant qu'ils sont ont régulièrement cotisé durant les 30 à 35 ans de leur carrière à la CNSS, l'une des institutions qui, selon certaines indiscrétions, disposerait suffisamment de ressources pour payer les pensions. À l'heure de la retraite, ces hommes et femmes se demandent quels péchés ont-ils commis pour être laissés sous le carreau. Bon, on se débrouille comme ça, il y en a même qui meurent. À l'agence CNSS à Takora Donga, le chef agence par intérim reconnaît la situation que traversent ces pensionnaires. Une situation qu'il déplore d'ailleurs avant de jouer la carte de l'apaisement. J'appelle, d'utiliser mon portable pour appeler mes chefs hiérarchiques. Rien. Mais il y a des promesses que ce serait fait cette semaine. On ne peut que demander à nos usagers, qui sont nos parents, de prendre patience encore. Jusqu'à quand durera cette situation? Bien malin qui pourra le dire, mais une chose est sûre, nombreux parmi eux ne pourront pas fêter la Tabaski faute de moutons. En page politique, Assemblée générale constitutive de la coordination des taxis-motos Nouvelle Conscience. C'est un mouvement né pour porter et soutenir la candidature de Pascal Irené Koupaki pour l'élection présidentielle à venir. Les travaux se sont déroulés ce mardi en présence de l'ancien Premier ministre. L'État est maintenant avec Modeste Forossou et Rachidi Soubero. Estimé à plus de 100 000 dans la seule ville de Cotonou. Mais pour la circonstance, seulement un demi-millier des hommes en maillot jaune éclatés en 12 mouvements ont pris le rendez-vous. Motif, la mise en place de la coordination des conducteurs de taxi-moto Nouvelle Conscience. Et en amont de l'Assemblée constitutive, un idéal. Pour manifester toute leur sympathie et se disent prêts à être au premier rang du combat qui doit vous amener à la marina. À moins de quelques mois de la présidentielle, ces conducteurs de taxi-moto disent s'affranchir de l'encombrement des candidatures et estiment opérer un choix qui vaille la peine. En raison des échecs encourus et des défis restants, ils réclament l'espoir. Et pour eux, il est incarné par un homme. Après l'analyse profonde de la situation politique, économique et sociale actuelle de notre pays, le Bénin, et conscient des défis qui nous interpellent et qu'il faille impérativement relever, une seule candidature est valable à nos yeux. J'ai nommé le président Makanjou Pascal Irené Koupaki. Et pour une première sollicitation, l'homme a répondu. Il n'empêche, puisqu'entre l'ancien Premier ministre et les conducteurs de taxi-moto, c'est une ancienne idylle entretenue et qui se veut désormais un pacte social pour un nouveau cap de développement fondé sur de nouvelles valeurs. Ce que nous avons à faire pour le Bénin est important. Nous devons nous donner corps et âme. Si nous devons nous donner corps et âme dans la fraternité, la justice et le travail, nous devons nous organiser. Et ce que j'ai vu ce soir est un bel exemple. Ils sont venus dire qu'ils sont avant tout des adeptes de la nouvelle conscience. Et leur mentor Pascal Irené Koupaki, lui, est venu faire d'eux des ambassadeurs de la nouvelle conscience. À l'instar de la communauté internationale, la Fédération pour la paix universelle FPU a célébré le 21 septembre dernier la Journée internationale de la paix, l'occasion pour la FPU de consacrer 3 personnalités, dont le vice-président du Front populaire ivoirien, pour leur dévouement à l'édification et au maintien de la paix sur le continent. Retour maintenant sur les temps forts de cette cérémonie de distinction avec Virgile Achodéon. La Fédération pour la paix universelle a l'honneur de distinguer en tant qu'ambassadeur du paix Dr Issa Malik Koulibaly.
C'est la consécration pour le vice-président du Front populaire ivoirien. Fait ambassadeur de paix par la Fédération pour la paix universelle, Issa Malik Koulibaly entre dans le réseau mondial des ambassadeurs de paix pour siéger désormais au même rang que le roi Pelé, Goodluck Jonathan et la défunte mère de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Il arbore ainsi avec deux autres ce manteau de paix, telle une récompense qui lui ouvre les portes d'autres horizons. Vous nous donnez ainsi l'opportunité de servir dans les conseils de paix sur le plan national, régional et mondial pour prôner la réconciliation, prôner l'effacement des barrières et participer à la construction de la paix. Ils prennent dès lors l'engagement de contribuer de toutes leurs forces à l'atteinte des objectifs de la Fédération pour la paix universelle. Ces objectifs sont entre autres la prévention et la résolution des conflits, la promotion de la culture de paix par l'éducation, les sports, les arts et la presse, la prévention du VIH-Sida et la promotion d'une vie familiale solide et affectueuse pour que chacun puisse contribuer à la paix. Le fait que cette cérémonie de distinction se tient ce 21 septembre, décrétée Journée internationale de la paix, renforce davantage les récipiendaires dans leur mission. Les telles missions sont en rapport direct avec le message du secrétaire général de l'ONU à cette occasion. Je prie instamment tous les gouvernements de consentir des investissements accrus pour aider les jeunes bâtisseurs de paix à réaliser les contributions considérables qu'ils peuvent apporter au monde d'aujourd'hui. Dans le même temps, nous devons mobiliser tous les partenaires qui ont la paix pour objectif commun. De par le thème de la présente édition de la Journée internationale de la paix, Partenariat pour la paix, dignité pour tous, Ban Ki-moon invite les peuples à mettre en commun leurs moyens afin de construire et de consolider la paix de par le monde entier. Et avant la seconde partie maintenant, l'organisation non gouvernementale MIMAN vole au secours de 2000 écoliers issus des familles démunies sur le territoire national. Pour le compte de cette rentrée scolaire, elle entend parcourir 4 localités pour procéder à la remise des kits aux enfants. Et c'est dans la commune de Semekpoji que le top de la distribution a été donné mardi précisément à l'école primaire publique de Tchonvier. Ce geste de l'ONG MIMAN, à chaque veille de la rentrée des classes au Bénin, traduit la volonté de ses membres de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Le secteur de l'éducation étant pour eux la priorité, c'est depuis 2 ans qu'ils apportent leur assistance aux écoliers dont la plupart sont issus des familles démunies. Cette année encore, les voici à l'œuvre. Tout ce que vous faites à l'un de ces enfants, c'est à moi que vous le faites. Parole des Saintes Écritures. Les esprits de cette jeune progéniture vous soutiennent et vous soutiendront dans toutes vos actions au Bénin et partout en Afrique noire. Cet apport qui met en confiance ses âmes pour la prochaine rentrée des classes vient aussi soulager leurs parents éprouvés par plusieurs difficultés de la vie. Aucun écolier de ce complexe scolaire de Tchonvi, arrondissement d'Ekpé, commune de Semekpoji, n'a manqué de kit, ce qui a fortement réjoui le chef de la circonscription scolaire représenté sur les lieux par son adjoint. Madame la présidente de l'ONG MIMAN, c'est à juste titre que vous avez retenu cette école pour cette œuvre combien appréciable et appréciée. Le don de kits scolaires aux enfants déshérités n'est qu'une composante du projet d'assistance et de développement mis en place par l'ONG MIMAN, créé par un groupe de 30 Béninois vivant à l'étranger, a confié sa présidente. Les autres font l'objet de réflexions actuellement, mais sont prévus pour très bientôt. On a remarqué que les enfants en zone civilisée sont plus privilégiés et que les zones rurales ne sont pas forcément intéressées par les mécènes, par le développement. L'année dernière, on a distribué environ 500 kits. Cette année, notre ambition, c'est de distribuer jusqu'à 2000 kits. Après cette étape de Tchonvi, dans la commune de Semekpoji, la présidente de l'ONG MIMAN et sa suite sont attendus à Ouéry, à Gbaïzou et Djidja pour la même cause. À suivre maintenant dans ce journal, le Bénin qui prépare sa participation à la Convention de Turquie sur la lutte contre la désertification. Un atelier se tient depuis ce matin sous la direction du ministère de l'Environnement en prélude donc à cette rencontre internationale. Et puis c'est la fin du tournoi de la solidarité initié par Salifou Maman. Cette compétition s'est achevée donc samedi dernier. C'est Temba qui a soulevé le trophée.
Le Bénin affûte ses armes pour prendre une part active à la Convention de Turquie sur la lutte contre la désertification. C'est ce qui justifie d'ailleurs cet atelier préparatoire qui se tient depuis ce matin sous l'égide du ministère de l'Environnement en prélude à cette rencontre internationale. Les assises vont durer 2 jours. Le point de la cérémonie d'ouverture maintenant avec Polycarpe Oussou et Moufid Sabouran. Ankara, la capitale turque, abrite du 12 au 23 octobre prochain la 12e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. À quelques jours de ce rendez-vous combien important, il urge de mettre les petits plats dans les grands pour prendre part aux échanges avec des idées claires et précises. C'est tout le sens de cet atelier préparatoire qui réunit les cadres du ministère de l'Environnement, mais aussi d'autres acteurs intervenant dans le secteur. Ils mettront 48 heures à profit pour procéder au dernier réglage. Si nous voulons effectivement lutter contre la pauvreté, c'est entre autres un des secteurs qu'il faut effectivement attaquer. Et je crois que la prochaine conférence des parties sur la désertification qui aura lieu en Turquie nous donnera l'occasion de fixer davantage les idées par rapport à notre contribution déterminée au niveau national dans le cadre des préparatifs de la participation du Bénin à la prochaine conférence des parties sur le changement climatique. Affirmer que le Bénin est frappé de plein fouet par ce phénomène à conséquences socio-économiques multiples n'est qu'un secret de polichinelle. Le pays était essentiellement agricole et donc confronté au problème de dégradation des sols. Une des raisons qui sous-tendent la place de choix que le gouvernement accorde à la lutte. Lequel combat reçoit l'accompagnement de la coopération technique allemande. Et j'ai de l'espoir que par rapport à cette conférence des parties qui aura lieu le mois prochain, que le Bénin va aussi être très présent avec des propositions, avec des idées qui aideront non seulement le Bénin, mais aussi les autres pays dans la sous-région, les autres aujourd'hui fondamental pour un développement non seulement socialement viable, mais aussi économiquement et écologiquement viable. De la rencontre de Turquie découleront des décisions et recommandations susceptibles d'aider les pays affectés par les conséquences de la désertification en Afrique et dans le monde. La 22e promotion de la gendarmerie nationale fête 20 ans de service. Plusieurs manifestations sont prévues pour commémorer cet anniversaire. Je vais vous inviter maintenant à suivre quelques membres du comité d'organisation. Ils donnent plus de précisions justement sur cette commémoration. Dans 72, la 22e promotion de la gendarmerie nationale, dont j'ai en charge les destinées, fêtera ses 20 ans. Ce sera l'occasion pour mes collègues de promotion et moi de nous départir de notre train-train quotidien pour lequel on a prêté serment pour partager quelques instants festifs, bien évidemment après avoir effectué un bilan aux 2/3 du parcours. Je profite de l'occasion que vous m'offrez pour signifier à la face du peuple béninois et des forces armées béninoises que la 22e promotion de la gendarmerie est constituée de 140 gendarmes, y compris des marins et des militaires, toutes catégories confondues. Les manifestations qui se dérouleront sur le plateau d'Abomey se dérouleront du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2015. Le vendredi, à l'arrivée à 13h, pour nos collègues membres de l'amicale de la communauté musulmane, il y aura une prière musulmane qui se tiendra à la mosquée centrale d'Abomey à partir de 13h. Le soir, il y aura des conférences animées par les membres de l'amicale, par des officiers. Nous allons profiter de cette mobilisation de tous les gendarmes de cette amicale pour faire un don de sang. À l'issue de cette manifestation, nous allons nous rendre à 10h à l'église Saint-Michel de Djegbe pour une prière catholique. Et cette prière nous conduira plus tard à l'hôtel Guédévi 1 où nous allons faire une réjouissance populaire. Théophile Glélé, fondateur de l'église évangélique Le Peuple Acquis, a organisé dimanche dernier un culte d'action de grâce pour témoigner sa reconnaissance à Dieu de lui avoir fait rencontrer 20 ans plus tôt son âme sœur. À l'occasion, il était entouré de parents, amis et fidèles de l'église. C'était à Tampé le dimanche dernier. Le couple Glélé fait enfin son entrée dans ce lieu prévu pour le culte d'action de grâce. Le révérend pasteur fondateur de l'église évangélique Le Peuple Acquis
et son épouse ont décidé de témoigner leur reconnaissance au Seigneur Tout-Puissant pour avoir permis leur rencontre 20 ans plus tôt. Des années remplies de joie qu'ils célèbrent ce dimanche à Tankwe, entourés de parents, amis et frères en Christ.